J'ai peur. Mon cœur tremble. Les pieds tremblent. Je ne sais pas, j'ai envie de m'arrêter, mais est-ce que la police ils vont arriver? Est-ce que les pompiers vont en haut? Putain, ça me fait peur. Ça me fait peur. J'ai envie de me tuer, de me suicider là. Moi aussi j'ai peur. J'ai peur. Non, pour de vrai, la team Tapette, c'est pas notre semaine, c'est pas notre journée, c'est pas notre vie. Vous savez, ces derniers temps, on a remarqué qu'il y a grave une hausse de sang, d'horreur dans les K-dramas et même les K-movies. Ouais, qu'est-ce qui se passe? Du coup, ton humble serviteur, aka moi, vais t'expliquer comment on a évolué à ce point. Comment le cinéma et les séries coréennes ont réussi à se donner la vibe du show sanglant, du show qui fait peur. Ça ne date pas d'hier, hein. Ça date franchement pas d'hier, contrairement à ce qu'on pense. Et si vous regardez plus des comédies, ou alors je sais pas, de la science-fiction, de la fantasy, bah peut-être que ce sera pas complètement inconnu à vous de voir cette évolution. Donc c'est parti les gars. Il était une fois un pays sous dictature militaire. Vous connaissez l'histoire de la Corée du Sud, ou alors du moins on va se l'expliquer ensemble. La Corée du Sud, c'est un pays qui a connu beaucoup de révolutions, qui a connu l'occupation japonaise, qui a connu aussi des guerres liées à son propre territoire, la guerre civile, la guerre de Corée, vous connaissez l'histoire. Mais on est aussi sur un pays qui a beaucoup de choses à dire, qui refoule beaucoup sa parole. Donc je dirais pas que l'histoire commence en 1960 avec le réalisateur Kim Ki-young, mais je dirais que c'est un grand pionnier du genre horreur. Notre histoire commence à la sortie du film The Housemaid par le réalisateur Kim Ki-young, qui est vraiment pionnier du genre horreur comme je l'ai dit précédemment. Alors ce type, clairement, on dit qu'il a sorti le meilleur film de tous les temps. The Housemaid, c'est l'histoire de une jeune fille qui se fait engager comme fille au père, ou alors je dirais servante dans une maison, The Housemaid, quoi, c'est The Housemaid de la maison, d'une riche famille coréenne, et qui se retrouve dans des magouilles un peu sombres. Elle devient la maîtresse du grand big boss de la maison, mais elle découvre aussi une face austère et surtout des personnages vraiment lugubres. Donc oui, on est clairement sur un genre thriller horreur qui naît et qui est surtout là pour dénoncer une certaine austérité vis-à-vis de la bourgeoisie coréenne. Et c'est aussi un film qui a été source de remake en 2010. Et c'est un film qui est réellement avant-gardiste sur son époque, parce qu'il représente beaucoup la psychologie et le personnage féminin comme on ne peut pas souvent le voir à l'époque. Ça parle aussi fantôme, ça parle aussi de vengeance. Franchement, la figure du fantôme, et surtout la figure du fantôme féminin, la femme fantôme dans le cinéma, pas que coréen, je pense que c'est assez cliché, sexiste, tout ce que vous voulez, parlant du fait que la vengeance ne peut être que féminine. Là, on parle beaucoup de vengeance, de sentiments refoulés, surtout dans une ère où on est encore sous dictature militaire en Corée du Sud. Alors oui, ce film est très avant-gardiste, mais il ouvre la marche aux autres films qui vont venir. La figure du fantôme au féminin, ok, c'est revu, vu et re-revu. Mais les notions de vengeance, les notions de sentiments refoulés, beaucoup d'horreur psychologique, beaucoup de thrillers psychologiques, ça va rester. Et même encore dans le cinéma français ou américain, c'est quelque chose qui reste. On va aussi découvrir une phase assez sombre où on voit beaucoup de cinéma apocalyptique. Alors en 1960, certes ça a été un réel bop. The Housemaid, c'est un des meilleurs films de tous les temps pour les Coréens, ça c'est sûr, mais le réel tournant, c'est en 1998. J'irai pas jusque dire que le genre de l'horreur en Corée du Sud était nul. J'irai pas jusque dire ça. Je dirais qu'ils se donnaient pas les moyens, que c'était un genre un peu remis au placard, au grenier, qu'on n'exploitait pas souvent. Mais c'est en 1998, avec le film The Whispering Corridors, que là, il y a un tournant dans le cinéma d'horreur coréen et que le genre explose. Et là encore, la figure du fantôme qui hante et qui veut se venger, elle est encore exploitée. The Whispering Corridors, c'est quoi ? C'est l'histoire d'une école où une jeune fille s'est suicidée. Et elle s'est suicidée à cause d'harcèlement. Là encore, une autre problématique coréenne, vue et revue, mais pour vous dire à quel point c'est une thématique importante. Ce film a été réalisé par une compagnie indépendante
parce que oui, les grosses agences ne se voyaient pas financer un tel film, mais ce film-là a été financé par une société indépendante qui a déboursé 600 000 $ ou 600 millions de dollars, je sais plus, pour ce film, ce qui est assez risible, ce qui n'est pas un gros budget en soi, mais ça a cartonné de malade. Et ça va continuer sur une saga complètement, pour vous dire à quel point ça a été une explosion en Corée du Sud. C'est aussi un film qui est resté longtemps premier du box-office. Pour un genre qui n'est pas franchement apprécié du public en temps normal, là pour vous dire, c'est vraiment un décollage assuré. Décollage assuré aussi dans le fait que, comme je vous ai dit, il y a une colère contre la société, il y a un gros fossé social. Hein. Bon après c'est comme dans tous les pays, hein. Elle n'est pas pointée la Corée du Sud en mode oui, ils ont beaucoup d'inégalités sociales, nanana. Vous inquiétez pas, on n'est pas mieux lotis qu'eux. Mais il y a vraiment cette haine et cette colère sociale dans la société coréenne qui fait que on a encore une saga de films qui sort, qui s'appelle The Vengeance. Et c'est même devenu une trilogie pour vous dire. Et là on parle plus sur de l'horreur psychologique, un thriller carrément. C'est une trilogie de films qui a commencé à sortir en 2002 et qui là encore s'est classé en tête des classements dans le cinéma coréen. Le box-office vraiment inédit. C'est aussi réalisé par une autre grosse tête du genre, Park Chan-wook. Et on suit vraiment le synopsis d'une colère sociale, dans le genre où le personnage principal va voir sa fille se faire kidnapper par un autre homme qui la kidnappe pour avoir une rançon et ainsi payer la transplantation pulmonaire de son autre sœur. Là, on est vraiment sur un genre... tu comprends les deux protagonistes de l'histoire et tu comprends les vengeances. Et les deux films qui suivent, là, on est vraiment sur des grosses productions. C'est pas comme Whispering Corridors qui s'est fait à quelques milliers de dollars. Là, on est sur des millions et des millions de dollars mis dans des films et qui explosent toujours au box-office sur le thème de la vengeance dans une société où il y a beaucoup de colère, de la colère sociale, une soif de vengeance. Pourquoi ? Parce que on rencontre des fossés financiers, économiques, sociaux, qui vont être sujets à amener des gros problèmes et qui vont être sujets à amener de la vengeance. Et là, on avance chronologiquement, parce que oui, je viens de parler de The Housemaid qui est sorti en 1960, puis Whispering Corridors qui sort en 1998, et là, je viens de parler de la saga Vengeance qui est sortie entre 2002 et 2004. Là, on avance vraiment chronologiquement. Et encore une fois, on avance dans le sens où le genre évolue. Mais le genre évolue en même temps que le genre évolue dans le monde entier, pas que dans le cinéma coréen. Le cinéma coréen, il s'est vraiment démarqué cette fois, où Netflix a vraiment mis les films sur sa plateforme, et ça a été des succès mondiaux, pas que nationaux. Si là, on est parti sur une base de vengeance sociale et de la figure du fantôme au féminin, là, on va partir sur la figure du zombie. Et si je te dis zombie, tu penses à quoi ? Dernier train pour Busan. Là, on est sur un synopsis apocalyptique. Le personnage principal a pour but d'emmener sa fille à Busan en prenant le train. Sauf que la ville qu'il s'apprête à quitter est sujette à une épidémie qui transforme tout le monde en zombie. Donc là, on est clairement sur une course contre la montre, une course pour la survie. Le film a vraiment d'être ça au point où il a été visionné à Cannes, au Festival de Cannes. Pour vous dire, il a reçu énormément de bonnes critiques. Certes, certains vont te dire que c'est pas un scénario original, que ça se reste cantonné au synopsis post-apocalyptique en fait. Que c'est la course contre la montre, qu'il faut fuir. Mais beaucoup d'autres voient dans ce scénario quelque chose de vraiment incroyable dans le sens où on accuse, encore une fois, une société vraiment qui cherche à faire du profit et rien d'autre, mais qui montre aussi que la seule façon de survivre passe par l'entraide. Donc oui, c'est mignon, voilà. Et franchement, si moi je suis une tapette et que j'ai bien aimé ce film sans vraiment avoir peur, toi je pense que tu peux aussi passer par là. Dans la figure du zombie, on a aussi le drama Kingdom, pépite. Sauf que celui-là, je ne l'ai pas continué. Pas parce que je suis une tapette à ce point,
Enfin, je suis une grosse tapette, on va pas se mentir. Mais je suis un peu sensible, genre... toutes ces... C'est même pas que ça va me faire peur, c'est que ça va me dégoûter. Je vais aller vomir au milieu du drama. Mais voilà, si vous avez le cœur sensible et que vous pouvez vite vomir, que vous êtes vite dégoûté, je vous le conseille pas franchement. Mais ceux qui sont pas franchement intéressés au K-drama de façon générale, ils l'ont regardé ce drama. Franchement, prêtez-moi vos parents, je vous dis de regarder ce drama et ils vont le kiffer. Mon père, il a regardé ça et il a dit qu'il a adoré et il attend même la saison 3. Bon, Netflix, on te félicite pas. Hein. Tu as instauré les bails de saison dans le K-drama. Juste expliquez-moi. Pourquoi faire? Bon, ça c'est mon plaidoyer de la semaine, parce que ça me vénère. Quelle idée d'installer des saisons dans un drama? C'est pas le but du drama de toute façon. Je m'égare, mais clairement on est aussi sur une intrigue post-apocalyptique, ça parle de zombies. Là, on part sur un drama historique. Alors franchement, ça je trouve que c'est la touche originale. Tu mets ça dans un scénario historique, mais qu'est-ce que j'aime trop, avec des conflits politiques à l'arrière. C'est vraiment incroyablement bien fait, grave bien réfléchi. Tu peux montrer l'histoire de la Corée du Sud, tu peux montrer la culture de la Corée du Sud, tout en mettant une trame vraiment incroyable. Là aussi, on est sur une production Netflix, donc on est vraiment sur du haut level. Acteurs bien choisis, acting de malade, effets spéciaux vraiment bons. Il n'y a pas à dire, on est encore sur du travail très bien fait. J'ai limite envie de dire qu'on est sur un récit initiatique parce qu'on voit le personnage principal, donc le prince héritier du royaume de Corée, je sais plus de quelle ère il s'agit. Mais oui, on est sur un récit limite initiatique où le personnage principal va apprendre à devenir roi à travers les galères qu'il va rencontrer avec son peuple, à travers l'épidémie qu'il doit gérer, à travers la fuite, la course qu'il va vivre. Donc oui, est-ce qu'on peut dire qu'une zombie apocalypse sur un fond de drama historique, c'est pas du génie? J'ai envie d'applaudir. À ce stade, j'ai envie d'applaudir, de pleurer tellement c'est du génie. Mais est-ce que ça aurait pu être fait sans l'évolution esthétique que le cinéma coréen rencontre depuis des années maintenant? J'ai l'impression qu'ils s'arrêtent plus. Déjà, ils sont très pointilleux niveau esthétisme. L'image, elle est toujours mieux travaillée à chaque fois. Et là, dans le genre de l'horreur, j'ai l'impression qu'on ne fait que monter. On a aussi Extracurricular qui est sorti il y a 1 an ou 2 ans, je pense, mais qui a aussi fait un gros bop sur Netflix. C'est sanglant, je ne l'ai pas regardé celui-là, parce que justement, c'est sanglant et que le sang, ça me fait vomir. J'en ai pas forcément peur, mais je peux vite vomir. Mais voilà, c'était vraiment un gros succès là aussi, je vous encourage à le voir parce que moi, j'ai entendu que du bien. Mais on va aussi parler d'adaptation de webtoon suite à la sortie sur Netflix de Sweet Home. La webtoon, de toute façon, elle a toujours été originale à mes yeux. C'est-à-dire que je rencontre toujours des sujets et des thématiques incroyables abordés dans des webtoons. Et c'est vraiment dommage que le manhwa coréen rattrape son retard aujourd'hui alors qu'il y a vraiment du potentiel depuis, tu vois. J'ai l'impression que ça se fait connaître seulement aujourd'hui, mais ça, c'est grâce à des applications du style webtoon, dailytoon, Tapi que ça monte. En clair, le webtoon connaît très bien le genre de l'horreur. Si tu vas sur mon Instagram qui est Kindy Sunbay et que je te mettrai en barre d'infos, tu pourras retrouver des webtoons d'horreur que j'ai conseillés tout au long des semaines qui ont suivi. Kingdom d'ailleurs est aussi basé sur un webtoon. Du génie, je vous dis, du génie. Des visuels et des graphismes, mais incroyables. Et pas que dans Kingdom, parce que là je vais te parler de 2 webtoons qui vraiment ont un esthétisme, un graphisme et un scénario de malade et qui ont justement été adaptés en K-drama en fait, que tu peux retrouver sur Netflix. Donc numéro 1, Sweet Home, que tu connais sûrement, que tu as sûrement déjà vu ou peut-être que même que tu as lu, qui a été écrit par un auteur vraiment à succès dans le genre de l'horreur et du thriller. Sweet Home, ça raconte encore une fois un gap social, un fossé social d'un jeune homme qui va devoir habiter dans une résidence où on va encore avoir une apocalypse, mais pas de zombies. Là, on va vraiment trouver une évolution dans le genre que l'on retrouve aussi dans les mangas, dans les animés, assez philosophique.
On va parler de nature humaine, on va parler de la place de l'homme dans le monde en soi. On va parler de survie encore, mais qu'est-ce que j'aime ce drama. Je ne l'ai pas fini, pourtant j'aime trop. Le webtoon, je voulais le lire, mais tu connais, on prend toujours 5 ans à lire un truc qui est en face de nous. Mais ouais, là franchement c'est du trop gros level pour nous limite. Song Kang, que je trouve pas forcément crédible dans tous ses rôles parce que je trouve qu'il a un visage d'enfant. Bah là franchement je le trouve vraiment crédible. Il sait trop bien jouer ce rôle. C'est une pépite, une dinguerie. Et dans le même genre de webtoon, et vraiment avec un graphisme, mais molto bene, et vraiment incroyable. On a Stranger from Hell. Oh là là. En anglais, on va dire Hell is Others pour le titre de la webtoon, mais quand il a été adapté en K-drama, ils l'ont appelé Stranger from Hell. Et vraiment, des graphismes. Il est dans ma liste de dramas à voir, mais maintenant il est aussi dans ma liste de manhwa à lire. Parce que vraiment, des graphismes, t'as peur! Ah vraiment, j'ai l'impression que les dessins, ils te font ressentir plus la vibe comme ça. Et si vous voulez être encore plus déterminé à regarder ce drama, sachez que l'enfer, c'est les autres. N'est rien d'autre que notre référence de Sartre, bac de philo 2K21, allez-y. Là, on part sur un synopsis où un mec, sans vraiment le sou, qui a envie d'emménager dans une résidence pour économiser de l'argent. Du coup, il va dans une résidence où il y a la cuisine, les salles de bain en commun, voilà, c'est la Hesse. Mais il rencontre des gens un peu bizarres sur le trajet. Et vous allez vite comprendre pourquoi l'enfer, c'est les autres. Un graphisme vraiment incroyable dans la webtoon, et je pense qu'on est aussi sur du level niveau image dans le drama coréen. Donc franchement, qu'est-ce que j'ai hâte de regarder ça par contre. Donc si on ressasse tout ce qu'on a dit, on part sur le fait que le genre est pas nouveau. On part sur le fait qu'il y a beaucoup de colère et d'engagement. C'est quand même des films engagés qui parlent beaucoup de société, des classes sociales coréennes. Un style vraiment en colère qui a soif de dénoncer ce qui va pas dans la société. Vraiment, c'est un genre incroyable. Franchement, non. Et si on se mettait à écrire des histoires d'horreur, nous aussi? Intéressant, nous aussi on a des trucs à dire. Sans oublier le fait que Netflix s'en mêle, sans oublier que les manhwa coréens s'en mêlent, on peut que adorer. Des castings de malades à chaque fois, des scénarios, des images, du suspense. Franchement, ça me donne envie de me retaper un dernier train pour Busan. Mais bon, même si j'ai trop aimé vous parler de ça aujourd'hui, c'est là que le podcast s'achève. N'hésite pas à me dire si ça t'a intéressé, si t'as une remarque à faire, c'est en commentaire. Si tu veux dialoguer, c'est en commentaire. Mais n'oublie pas de t'abonner à ma page Instagram que je mettrai aussi en barre d'infos. N'hésite pas à liker, partager, commenter. Et comme je te dis, rejoins-nous sur Instagram, c'est là qu'il y a les vrais bails. On a choisi ce sujet de podcast sur Instagram justement. Donc vraiment, on s'amuse bien, de la bonne humeur. Je poste régulièrement, assez en tout cas. Et je suis vraiment active en story. T'inquiète pas, on va bien s'amuser. Allez, ciao ciao!